Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Crise politique, épisode 4775. Mercredi 4 décembre, le gouvernement de Michel Barnier, Premier ministre de la France depuis seulement 3 mois et 8 jours, soit à peine plus que le temps qui a été nécessaire à sa nomination, tombait victime d'une motion de censure votée par 331 députés sur 577. Une fin de parcours logique pour un gouvernement ne disposant d'aucune majorité à l'Assemblée. Dès le départ, simple produit d'une alliance électorale de circonstances entre forces politiques rivales, Macronie et Nouveau Front Populaire, alliance non pas vouée à déboucher sur un quelconque accord de gouvernement, mais uniquement à barrer la route au Rassemblement national. Dès lors, ironiquement, le gouvernement Barnier ne devait sa survie qu'au bon vouloir de ce même Rassemblement national, dont on savait qu'il n'était que le résultat de considérations tactiques et qu'il sauterait dès lors que le parti de Marine Le Pen le jugerait opportun. Ce qui, donc, n'a pas manqué d'arriver sur le premier vote important, celui du budget de la sécurité sociale. Une manière pour le RN de mettre en scène une divergence de fond et non une opposition de principe, et par là même d'incarner la posture politicienne du refus, précisément, des postures politiciennes. Dans la foulée de la chute du gouvernement Barnier, le 5 décembre, Emmanuel Macron s'adressait solennellement aux Français pour leur annoncer rien, absolument rien. Rien, sinon qu'il ne démissionnerait pas, qu'il y avait eu les Jeux Olympiques cet été et que Notre-Dame allait bientôt rouvrir et que si la France était en proie à l'instabilité, c'était la faute d'à peu près tout le monde sauf de la sienne et tout particulièrement d'ailleurs la faute des Français qui n'avaient pas compris sa géniale décision de dissoudre l'Assemblée en juin dernier. Il faut savoir que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous au fond une forme de sidération parce que il est exceptionnel. Une intervention capitale, vous l'aurez compris, suivie 8 jours plus tard de la nomination d'un nouveau Premier ministre en la personne de François Bayrou. Soutien de la première heure du président, nommé en récompense de cela à la tête d'un haut commissariat au plan dont la mission consiste principalement à ne surtout rien planifier, dirigeant d'une formation politique comptant pas moins de 36 députés, soit 11 de moins que celle dont était issu Michel Barnier, et dont le nom, en plus d'être synonyme de compétence et d'ouverture, l'est également de renouveau et de dynamisme. Après tout, M. Bayrou, à 73 ans, est tout de même plus jeune que Michel Barnier, d'au moins 4 mois. Il n'est devenu professionnel de la politique française qu'en 1979, il y a à peine 45 ans, là où son prédécesseur avait commencé sa carrière en 1973. Nous vous l'accordons, il est facile de se moquer. Mais c'est certainement la meilleure chose à faire, tant la situation est pathétique et tant il n'y a rien à dire à son propos. François Bayrou, bien qu'il n'ait plus 18 ans, est un homme qui représente presque une page vierge politiquement pour la séquence qui va s'écrire. Ce sur quoi il y a des choses à dire, en revanche, c'est sur la crise profonde que traverse la France, qui a atteint, depuis quelques années maintenant, nos institutions, et dont les multiples épisodes tragicomiques qui secouent la vie parlementaire ces derniers temps ne sont que les conséquences. Et plus que de François Bayrou, que tout le monde aura sans doute oublié dans quelques mois, c'est de cela qu'il convient de parler ici, tout comme de ce qu'il convient d'envisager aujourd'hui pour que la France puisse espérer relever la tête. Qui est responsable de la crise en cours? Quel est son sens profond? Un retour à la normale est-il possible? C'est ce que nous allons évoquer ensemble dans la suite de ce fil d'actu. Mais tout d'abord, nous vous rappelons que le Fil d'Actu est un média entièrement indépendant, qui n'existe que grâce au soutien de son public. Alors, si une fois visionné cette vidéo, notre travail vous a semblé intéressant, nous vous inviterons à vous rendre sur notre page de financement participatif Tipeee, dont le lien se trouve dès à présent en description sous cette vidéo, si vous souhaitez contribuer à faire vivre notre chaîne. Pour plus de détails, on se retrouve en fin d'émission. Tout de suite, place à l'info et à l'analyse. Comment sortir du chaos actuel? On le sait depuis le 7 juillet dernier, la vie politique française est comme suspendue dans le vide, prise dans une sorte d'impasse mexicaine, cette situation où dans les westerns, 3 protagonistes se tiennent mutuellement en joue et où aucun ne peut prendre la moindre initiative, sous peine de se faire immédiatement descendre par les 2 autres. Pour avoir dégainé un budget dont ni la coalition construite autour du Rassemblement national, ni celle du Nouveau Front Populaire ne voulait, le désormais ex-porte-flingue de la Macronie, Michel Barnier, vient d'en faire l'amère expérience. Et sans le moindre doute, son remplaçant François Bayrou finira de la même manière, que ce soit dans quelques jours, quelques semaines ou au maximum quelques mois. Tu vois.
Mais pour être honnête, la manière dont les seconds rôles de la vie politique choisissent de terminer leur carrière est ici le cadet de nos soucis. Ce qui compte réellement pour nous, ce sont les Français, et la possibilité pour eux de voir le pays sortir de la spirale de crise dans laquelle il s'enfonce de plus en plus vite et de manière de plus en plus critique. Or, absolument toutes les réflexions qu'il conviendrait de mener urgemment en tant que nation à ce sujet sont aujourd'hui parasitées par le fait que chacune des 3 grandes coalitions qui font la vie parlementaire du pays n'ont de cesse de rejeter sur les 2 autres la responsabilité d'une situation uniquement envisagée sous ses aspects les plus accessoires, sous l'œil complice de tous ceux ayant fait profession de commenter l'actualité. Pour le RN, tout est de la faute des macronistes et du NFP. Pour le NFP, ce sont le RN et les macronistes les méchants, et pour les macronistes, ce sont bien entendu les extrêmes RN et NFP qui ont comploté main dans la main pour faire tomber le gentil Michel Barnier. Toute cette querelle systématiquement arbitrée, au détriment de la réflexion de fond, par les médias anciens comme nouveaux, officiels comme alternatifs. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que tous sont coupables du chaos actuel, en même temps qu'aucun ne l'est individuellement. En cela, que le blocage politique actuel ne résulte pas uniquement de l'incapacité de Macron, Le Pen et Mélenchon à mettre leurs égos de côté et à trouver des compromis au nom de la France. Le blocage actuel, lié à la tripartition de la vie politique qui rend la France ingouvernable, n'est lui-même qu'une conséquence de dysfonctionnements profonds nés des évolutions d'un ordre socio-économique aujourd'hui moribond, que toutes les formations politiques ont contribué à asseoir et qu'elles s'acharnent aujourd'hui encore, que ce soit par intérêt direct ou par facilité, à perpétuer, quand bien même sa lente agonie est en train d'entamer les capacités mêmes de survie de notre pays. Ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas une crise passagère de légitimité de notre personnel politique qui pourrait se résoudre par un renouvellement des têtes, par un changement de nom des partis, ou même par quelques ajustements dans le fonctionnement de nos institutions en vue d'y introduire un peu plus de proportionnel ou une poignée de référendums. Ce qui est en cause, c'est une lame de fond absolument inarrêtable, un mouvement général de déliquescence de nos sociétés occidentales, écrasées sous le poids des contradictions profondes de l'organisation sociale édifiée dans l'après-guerre. Une lame de fond qui touche l'ensemble de nos pays, de manière légèrement différente selon les spécificités de chacun, et qui se répercute sur tous les aspects de la vie en collectivité, y compris bien sûr sur la vie politique et institutionnelle. Et cette crise structurelle, systémique, celle du modèle construit sur la libre circulation mondiale des biens, des personnes, des services et des capitaux, au détriment des cadres nationaux et au profit d'une finance mondialisée, nous n'allons pas revenir dessus aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a à peine 3 mois, juste après que Michel Barnier a été nommé à Matignon, nous avions fait une vidéo où nous revenions longuement sur cette question. Le lien vers cette vidéo se trouve dans le premier commentaire épinglé en dessous de celle-ci, et on vous invite tout simplement à aller la voir si vous voulez en savoir plus, car depuis, absolument rien n'a changé à ce sujet et nous n'allons pas aujourd'hui refaire exactement notre vidéo de septembre dernier. Ce qui découle dans tous les cas de cette crise de l'organisation sociale voulue par la finance, c'est en France une société fracturée en 3 grands blocs sociaux aux intérêts divergents, voire fondamentalement opposés. D'un côté, nous avons ceux qui demeurent les gagnants du système et de la mondialisation des échanges, ceux qui travaillent pour la finance, qui vivent encore de son règne, même si ce dernier est de plus en plus fragile, ou qui ont profité de son essor ces dernières décennies et continuent d'en récolter les fruits, au détriment de l'immense majorité des actifs. En face, nous avons la masse des perdants du modèle, ceux dont les délocalisations, la concurrence déloyale, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes a détruit l'emploi et les conditions générales de vie, et qui, alors qu'ils sont les seuls à continuer de produire ce dont la France a besoin pour survivre, sont soumis à une pression fiscale et sociale de plus en plus forte pour permettre à un pays surendetté d'entretenir le mythe de sa propre richesse à coup de redistribution et d'emploi dans les services non marchands. Et quelque part au milieu de tout cela, nous avons les hordes de nouveaux perdants d'un modèle dont ils ont pourtant assuré le fonctionnement et la maintenance pendant des décennies. Modèle qui pendant longtemps a pris un soin particulier à les entretenir. Fonctionnaires et agents d'un État en faillite, étudiants surdiplômés désormais condamnés à la précarité, côtoyant les employés des services à la personne entassés à la périphérie des villes pour jouer les domestiques, tous nourris depuis 50 ans à l'argent public pris sur la production qui, maintenant que le système s'effondre faute de richesses à redistribuer, ne tombe plus dans leur poche, faisant grandir en eux un sentiment d'injustice infinie. 3 grands blocs sociaux, 3 groupes aux intérêts divergents, frontalement opposés pour 2 d'entre eux,
et de nature un peu particulière pour le troisième, nous allons y revenir. De cela découlent de manière assez mécanique des comportements électoraux très marqués, chaque bloc reportant son suffrage sur la coalition politique dont il estime qu'elle est la meilleure représentante de ses intérêts. La Macronie pour les gagnants de la mondialisation et toutes les catégories sociales drainant à leur profit les produits du travail productif, le RN pour les producteurs et les employés dont le métier dépend du maintien sur le territoire d'un fort secteur productif mis à mal par la mondialisation, et le nouveau Front populaire pour les agents de l'État, les étudiants précarisés et les employés de service s'estimant floués par le resserrement des politiques de redistribution dont ils bénéficiaient jusqu'alors. Cette sociologie électorale très marquée, même si elle est niée par beaucoup de militants politiques qu'elle dérange, apparaît de manière évidente dans toutes les études statistiques récentes. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une règle absolue. Vous pourrez toujours trouver des ouvriers qui votent pour la Macronie ou des profs fans de Marine Le Pen. Il n'empêche que la tendance générale demeure extrêmement claire, que cela plaise ou non. Or, les trois grands blocs sociaux servant de socle électoral aux trois grandes coalitions autour desquelles s'organise aujourd'hui la vie politique étant actuellement d'un poids démographique plus ou moins égal, il est assez logique que ces trois coalitions fassent des scores assez proches. Et de cela découle le blocage actuel de nos institutions. Une fois cela établi, ce que déjà aucun média ne fait, nous pouvons nous faire une idée générale de la seule chose qui permettrait à la France de sortir de l'impasse, tout simplement une autre organisation sociale, une autre organisation de la production et de tout ce qui en découle, et cela afin de résoudre les contradictions de l'actuel et de réparer la fracture qui résulte de ces contradictions et qui rend le pays ingouvernable. Simple sur l'idée, dans les faits titanesque. Or, à ce propos, on pourrait légitimement se dire que la responsabilité de construire et de soumettre aux Français un projet d'organisation fonctionnelle de la société incombe aux groupes politiques, et qu'en cela, la balle est dans leur camp. Après tout, quand l'un des trois autour desquels tourne la vie parlementaire sera en mesure de proposer un projet viable, alors peut-être les Français l'appuieront-ils. Le problème ici, c'est qu'aucun des trois n'est fondamentalement apte aujourd'hui à mener à bien une telle tâche, et ce, pour des raisons qui varient selon le groupe concerné. La Macronie, quel que soit le nom qu'elle se donne, est fondamentalement incapable de proposer un projet d'organisation sociale fonctionnel, tout simplement parce qu'elle sert directement les intérêts de la classe sociale autour de laquelle l'ordre actuel s'est construit. Or, cette classe, pour conserver son rôle dirigeant et les privilèges associés, a besoin que cet ordre perdure encore et encore, malgré des défaillances de moins en moins surmontables, et a donc besoin de le pousser de plus en plus loin dans ses retranchements, d'épuiser toutes ses possibilités de développement avant de disparaître avec lui. En tant que serviteur de cette classe, la Macronie ne peut par essence aller contre elle, ou seulement même espérer s'en détacher. Elle est la force politique d'un modèle moribond, et par conséquent, elle mourra avec lui, même si cela peut paraître absurde au premier abord. Passons maintenant au nouveau Front populaire, dont le problème est tout autre. Nous parlons là d'une coalition clamant haut et fort non seulement son opposition à la Macronie, mais encore au-delà à la domination de la finance. On pourrait donc s'attendre à ce qu'elle porte un projet d'organisation sociale alternatif, ce qu'elle prétend d'ailleurs faire. Hélas, son projet se construit autour des intérêts d'une catégorie sociale, celle qui lui sert de base électorale, autour de laquelle, par essence, aucune société ne peut s'organiser. On ne le dira jamais assez. Oui, les enseignants, les infirmières, la plupart des fonctionnaires, pas tous mais beaucoup, sont utiles. Mais ils ne sont là que pour assurer un fonctionnement optimal à un ordre social préexistant, quel qu'il soit. Pour faire simple, ils produisent les conditions dans lesquelles la production de richesse s'effectue, et en échange se voient accorder une part de la richesse produite. Mais pour qu'ils puissent exister, il faut déjà que la production soit organisée d'une manière ou d'une autre, tout simplement parce que la richesse qui leur est redistribuée ne tombe pas du ciel. Or, c'est cet aspect fondamental de tout ordre social, l'organisation de la production, qui est aujourd'hui défaillant. À une telle défaillance, cette catégorie sociale utile, mais extérieure au champ de la production, ne peut apporter aucune réponse. Elle ne cherche d'ailleurs pas à le faire, se contentant d'attendre que la collectivité lui verse ce qu'elle estime être son dû en échange de ses services. Et c'est parce que le nouveau Front populaire est essentiellement le parti des intérêts de cette classe auxiliaire par nature que son programme politique ne peut être rien de plus qu'un catalogue de mesures destinées à donner des sous sous une forme ou une autre, sans qu'à aucun moment la question de la manière de produire au mieux la richesse n'y soit évoquée. C'est hélas là tout ce dont le NFP et ses composantes sont capables, et aucun projet d'organisation sociale cohérent ne saurait venir d'eux. Ce que d'ailleurs globalement tout le monde, hormis les fonctionnaires, a à peu près compris. Venons-en enfin au Rassemblement national. Ici, le problème est encore différent.
car en se faisant le porte-voix de leurs demandes, celles notamment de protection envers les conséquences de la libre circulation envisagée sous ses différents aspects, le RN est devenu de fait le parti vers lequel les producteurs, notamment de l'industrie, et tous ceux dont la qualité de vie a été mise à mal par la mondialisation, se sont tournés. Alors que ce n'était pas le cas à ses débuts, le RN puise aujourd'hui sa force électorale dans une classe autour de laquelle, demain, une société nouvelle pourrait s'organiser. Hélas, le parti de Marine Le Pen ne semble absolument pas décidé à assumer la responsabilité d'un changement social et se contente de proposer quelques ajustements à la marge de l'ordre actuel. Un peu moins d'impôts, un peu moins d'immigration, et ne vous inquiétez pas, tout ira bien, comme si ces dirigeants étaient totalement incapables de saisir la profondeur de la crise en cours. Aujourd'hui, le parti sert de débouché à toutes les colères contre un ordre à l'agonie. Mais incapable d'accepter cette réalité, sans doute tout simplement parce que ces têtes sont issues du même monde que les autres et n'envisagent pas de bouleversement profond de l'ordre social, ils refusent à l'heure actuelle d'assumer la responsabilité que les producteurs sont pourtant prêts à lui donner et refusent de leur offrir une issue, au point que si demain il arrivait au pouvoir, le Rassemblement national ne ferait certainement rien de très différent des politiques menées par la Macronie et finirait rapidement disqualifié, éjecté de l'histoire comme d'autres avant lui. En résumé, sur les 3 forces électorales qui structurent notre vie politique, nous en avons donc une directement au service de l'ordre actuel, dont la décomposition en cours est la source de tous nos problèmes, une autre qui ne peut structurellement apporter aucune réponse de fond aux problèmes et n'est donc capable que de parasiter le débat public, et une troisième qui aurait la base sociale pour le faire, mais refuse de jouer ce rôle. Dans ces conditions, toutes les issues à la crise systémique sont bloquées, ce qui de fait fige la vie parlementaire. Dès lors, à défaut de pouvoir ou de vouloir débloquer la situation, les forces en présence n'ont d'autre choix que de jouer jusqu'au bout le jeu de l'impasse mexicaine, en s'efforçant d'aller puiser dans les bases sociales des autres les voies leur manquant pour espérer faire basculer le rapport de force en leur faveur. Et comme pour cela, il est hors de question pour elles de se remettre en cause sur le fond, il ne reste à leur disposition qu'un outil, la communication politique. Soit les petites phrases, les postures, les discours visant à créer des imaginaires, insérer ici n'importe quelle formule vide de sens inventée par un marketeur parisien se pensant très intelligent, et à englober dans un même récit des personnes qui de toute évidence n'y adhéreront pas. Ainsi, des ouvriers que les représentants du nouveau Front populaire s'obstinent à tenter de reconquérir à coups de promesses de hausse du SMIC, ou des urbains diplômés à qui le RN fait les yeux doux en jouant avec 20 ans de retard la carte d'un sarkozysme bon teint. Systématiquement, la tentative échoue, ce qui n'empêche pas les mêmes leaders politiques de recommencer encore et encore, comme s'ils n'étaient plus capables que de cela, de tactique, de stratégie, et pas de réflexion de fond sur l'avenir de la nation. Comme si la tactique et la stratégie, auparavant instruments au service d'une vision politique, pouvaient entièrement se substituer à une telle vision, à un projet viable d'ordre social, pour représenter désormais une fin en soi. Alors, que peut-on conclure de tout cela ? Tout simplement qu'il n'y a malheureusement aucune solution de fond à attendre aujourd'hui d'organisations qui toutes contribuent au problème, contribuent à maintenir un ordre à l'agonie prêt à nous entraîner tous dans sa chute, que ce soit en l'alimentant directement, sciemment, ou tout simplement en refusant de travailler à son dépassement. Et que partant de là, on ne peut espérer aucun déblocage, aucun retour à la normale de la situation politique partant de ces organisations. Même si, demain, une majorité parlementaire émergeait de nouvelles élections et que le pays devenait à nouveau gouvernable, l'incapacité de cette majorité à régler les problèmes de fond ferait que très rapidement le pays basculerait à nouveau dans l'instabilité politique. Et cette situation perdurera tant qu'aucun projet d'organisation de la société, à même de se substituer à celui mis en place par la finance il y a 50 ans, ne permettra d'envisager une issue. Or, comme il est désormais clair qu'un tel projet ne peut pas venir des organisations politiques rattachées à l'ordre ancien, cela signifie que c'est à nous, citoyens, de le construire. Toutes ces dernières années, les Français ont exprimé leur ras-le-bol vis-à-vis des politiques qui leur étaient imposées. Ils ont su remettre en cause beaucoup de choses qui leur avaient été présentées comme des évidences. Du non à la Constitution européenne de 2005, au mouvement des Gilets jaunes de 2018, jusqu'aux récentes tentatives des agriculteurs de s'opposer au traité de libre-échange avec le Mercosur. Il y a un fil conducteur, le refus d'un modèle imposé via des instances nationales aussi bien que supranationales, qui a pu un temps représenter un espoir, mais qui aujourd'hui n'est plus synonyme que de chaos, de pauvreté, d'insécurité sociale, matérielle et physique. Mais ce refus ne débouche sur rien de neuf, car il ne suffit pas. Ce qui importe désormais, c'est de savoir ce que nous voulons mettre à la place de l'ordre ancien.
Sortir de l'Union européenne? Avoir plus de démocratie directe? D'accord, mais pour faire quoi? Comment organiser une société nouvelle? Désormais, c'est à cette question que tous, autant que nous sommes, avons le devoir de tenter de trouver des réponses. C'est cet enjeu que nous devons garder en tête lorsque nous parlons de politique avec nos proches. Commenter la dernière petite phrase de François Bayrou ou de Louis Boyard, s'entendre sur le fait qu'un tel ou un tel est un con, c'est très bien, mais cela ne suffit plus. S'indigner que l'UE signe des traités dans notre dos, se demander si l'État ferait mieux de baisser de 2 points la TVA ou d'augmenter d'1 an l'âge de départ en retraite, c'est très bien, mais cela ne suffit plus. Nous n'en sommes plus là, aujourd'hui, où l'on voit que la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services a échoué, que l'État redistributeur a échoué, que le rêve d'une société où la production aurait disparu a échoué, et que plus rien ne tient la route. Et alors que l'année 2024 s'achève, c'est donc désormais à inventer la suite, à poser les bases d'un nouvel ordre qui fait aujourd'hui tant défaut que nous devons tous travailler en 2025. Il y va de l'avenir de notre nation, et chacun là-dedans peut apporter sa pierre. Soyez assurés en tout cas qu'ici, au fil d'actu, nous serons au rendez-vous pour contribuer à ce travail essentiel. En attendant, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile pour prendre un peu de hauteur sur des événements que tous les médias s'obstinent à commenter sans le moindre recul, sans la moindre volonté même de leur donner du sens, comme s'ils tombaient du ciel et ne disaient rien de l'époque qui est la nôtre. Si le travail que nous avons tenté de faire ici vous a semblé intéressant, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous et surtout à prendre vous aussi votre part en commençant à vous poser avec vos proches les questions évoquées en conclusion de cette vidéo. La tâche est immense, mais c'est désormais la seule qui, selon nous, mérite véritablement d'être menée. Tout le reste ne fait malheureusement qu'ajouter du bruit au bruit dans un contexte où nous avons tous besoin de clarté. Si vous partagez cette vision des choses, ou simplement qu'elle vous semble intéressante dans le marasme intellectuel ambiant, nous vous invitons, comme nous vous le disions en début d'émission, à soutenir et à financer notre travail via le lien vers notre page Tipeee qui se trouve en description en dessous de cette vidéo. Pour pouvoir mener à bien sa mission, celle de donner du sens à l'information, le fil d'actu, notre chaîne, a besoin d'être totalement indépendant. C'est-à-dire de ne toucher aucune subvention publique ni aide à la presse, de ne faire la publicité pour aucune marque et de n'avoir derrière nous aucun riche mécène. Car autrement, il serait très facile de nous forcer à suivre telle ou telle direction, de changer notre ligne éditoriale en nous tenant par l'argent et de nous faire servir d'autres intérêts que ceux de la France. L'indépendance, c'est la condition de la liberté et pour nous, ce n'est pas négociable. La contrepartie de cela, c'est que pour pouvoir exister dans l'espace médiatique, nous avons besoin de vous et de votre soutien. Aujourd'hui, si le fil d'actu existe depuis presque 10 ans, c'est uniquement grâce à son public et tout particulièrement aux tipeurs qui chaque mois nous financent à hauteur de quelques euros. Donc merci infiniment à vous tous, les anciens tipeurs comme les nouveaux, sans qui, encore une fois, le fil d'actu n'existerait pas. On n'oublie pas ce qu'on vous doit, tout particulièrement en cette période de fête où il n'y a malheureusement guère de raison de se réjouir. Et on ne vous remerciera jamais assez pour ce que vous faites, pour ce que vous nous permettez de faire. Et nous nous efforçons vidéo après vidéo d'être dignes de votre soutien. Merci encore. Et si vous aussi, vous qui nous regardez, voulez devenir tipeur du fil d'actu, et que vous en avez les moyens bien sûr, c'est bien entendu possible. On vous invite pour cela à vous rendre sur notre page Tipeee, dont le lien se trouve en description sous cette vidéo. De là, il vous suffit de choisir une formule de soutien ou un montant libre pour un type unique ou régulier, et de vous laisser guider par la plateforme. On vous dit merci d'avance pour votre contribution, et bienvenue dans l'aventure. Pour le reste, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce vers le haut, non seulement ça fait plaisir, mais surtout ça donne de la visibilité à nos contenus, donc c'est tout sauf un geste anodin. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo et à débattre dans les commentaires si vous le souhaitez, c'est toujours un plaisir de vous lire. Pensez enfin, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos futures vidéos et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, X, Instagram et Facebook. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter au nom de toute l'équipe d'excellentes fêtes de fin d'année et à vous dire à très vite pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.